Bienvenue à tous sur Africa 24. En marge de la tenue des assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, nous recevons pour cette édition de l'interview le président de la Commission Afrique du patronat marocain. Il revient sur les défis économiques du Maroc. Monsieur Abdou Diop, soyez le bienvenu sur le plateau spécial d'Africa 24. Merci, ça fait toujours plaisir d'être sur le plateau d'Africa 24 et surtout de parler à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs à travers le monde. Et ça fait aussi plaisir de voir que Africa 24 continue de rayonner et surtout avec ce slogan Attractive Africa, j'adore. Alors, les assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international se tiennent ici à Marrakech, au Maroc. Quel impact peut avoir ces assemblées sur le développement économique du pays? Je pense qu'il y a un double message extrêmement important. Le premier message, c'est que ça se tient en Afrique, en terre africaine. Donc ça, c'est quand même un symbole très fort parce qu'on a besoin de cela. L'Afrique a besoin de reconnaissance. L'Afrique a besoin d'être au cœur de toutes les stratégies financières mondiales, a besoin d'être sous les spotlights. Et ça se tient au Maroc dans un contexte très particulier avec une multiplicité d'enjeux. Donc d'abord, ça se tient un mois après les tremblements de terre de cette région. Ici même, la terre a beaucoup tremblé, pas loin dans les montagnes, il y a eu beaucoup de dégâts. Donc c'est vraiment important de montrer comment le Maroc a été résilient, comment le Maroc est debout et comment le Maroc a pu faire face, même si il y a encore beaucoup de choses dans la reconstruction, mais au moins le Maroc est debout. Donc les retombées sont énormes parce que ça permet de transmettre plus facilement le message aux touristes de dire revenez, le Maroc est debout. Ça permet aussi de montrer, si c'était encore nécessaire, qu'il y a des choses extraordinaires qui se font en Afrique, parce que je pense que c'est toujours bien, lorsqu'on est au Maroc, de voir ce que le Maroc est en train de faire, ce que le Maroc est en train de réaliser, pour changer cette vision de l'Afrique peut-être qui tarde à décoller, qui fait les choses à moitié. On est dans un pays qui a pris le chemin de l'émergence, qui fait de très belles choses, qui malgré un tremblement de terre qui aurait mis à terre beaucoup de pays avance. Donc je pense que c'est une assemblée à beaucoup d'enjeux et à beaucoup de symboles. Et c'est une très bonne chose que ce soit en Afrique, au Maroc. Parlant de la reconstruction des zones touchées par le séisme, l'un des défis pressants du Royaume du Maroc, quelle vision avez-vous ou portez-vous sur la résilience du Maroc? Et comment Mazars peut contribuer à la reconstruction de ces zones sinistrées? Aujourd'hui, il a été démontré très clairement qu'il y a eu une réaction très maîtrisée, très organisée. À part les premières heures où il fallait comprendre, mais la mobilisation sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi a été exceptionnelle. Que ce soit en termes de gestion de la catastrophe par l'armée, parce que l'armée s'est fortement mobilisée pour ouvrir les routes, pour faire face aux répliques, mettre à l'abri les populations, mais aussi les chaînes de solidarité qui sont mobilisées et comment ces chaînes se sont organisées. Ça aussi, après les premiers cafouillages du début, il y a eu une organisation extrêmement militaire et positive qui a permis vraiment de faire face. Donc le Maroc a fait preuve de beaucoup de résilience et c'est vraiment très symbolique, mais le fait qu'un mois après, plus de 6000 élèves dont les classes étaient par terre ont repris l'école, c'est quand même vraiment très significatif. Et c'est pas pour rien que Christina Georgieva, la directrice générale du FMI, a insisté là-dessus. Donc il y a une résilience réelle. Il y a une mobilisation pour les next steps parce qu'il va falloir reconstruire. Et très vite, une agence pour la reconstruction du Haut-Atlas a été créée. Donc il y a l'organe institutionnel qui va avoir en charge cette reconstruction pour pouvoir avoir les leviers pour aller vite. Donc vraiment, les choses se sont faites de manière très structurée. Maintenant, pour parler de Mazars, nous, évidemment, on a été très acteurs de cette chaîne de solidarité puisque dès le départ, nous nous sommes mobilisés pour accompagner et nous avons mobilisé toutes nos équipes autour notamment d'un certain nombre d'associations en amont pour pouvoir les aider à organiser les camions, à faire les inventaires, à structurer. Donc il y a eu une mobilisation sur plusieurs semaines de nos équipes. Par la suite, les gens ont tendance à oublier, c'est qu'il y a un certain nombre
de villages, de douars où il y a eu des dons, il y a eu beaucoup de choses. Après, tout le monde est parti, mais aujourd'hui, il faut nettoyer, il faut faire beaucoup de choses. Donc le week-end dernier, c'était la campagne de nettoyage où on s'est beaucoup mobilisé avec des acteurs associatifs. Et on est en train aussi bien sûr, on a aussi contribué, comme tout le secteur privé, à la dynamique et au côté social, mais on est en train aussi de se mobiliser pour contribuer à la reconstruction. Et nous, Mazars, l'éducation est importante pour nous, donc on a décidé que dans quelques mois, on va en relation avec le ministère de l'Éducation nationale voir comment on va contribuer à la remise sur pied d'écoles. Parce que ça, c'est le volet qui nous tient à cœur. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'abris provisoires, il y a beaucoup de provisoires. Il faut qu'on gère le problème dans la durée. Et justement, le message qui est très important, c'est reconstruire mieux. Et c'est là où on doit aller. Reconstruire mieux, mais en tenant compte de ce qui est important et qu'a dit Sa Majesté le Roi en parlant de reconstruction, en gardant le cadre culturel, les habitudes des populations de cette région. En tant que président de la Commission Afrique du patronat marocain, pouvez-vous nous partager votre vision du développement du tissu économique marocain et la position du Maroc en tant que hub en Afrique? Le Maroc s'est doté des moyens de développer son secteur privé et de lui donner l'opportunité de se développer à l'international. Ça, c'est très important. À un moment, il y a une dynamique très forte qui a été mise en œuvre, notamment une dynamique de construction des champions nationaux qui a permis justement d'avoir un tissu économique, des champions qui ont développé des écosystèmes autour d'eux et qui aujourd'hui ont eu ce développement à l'international, en particulier sur le continent africain, structuré. Donc il y a une dynamique très forte qui fait qu'aujourd'hui, que ce soit le secteur bancaire, le secteur des téléservices, donc beaucoup de services, l'agriculture, l'industrie, il y a un vrai développement des entreprises marocaines sur le continent. Maintenant, il ne faut pas l'oublier, le Maroc aussi a beaucoup travaillé pour, au-delà de ce maillage économique, pour connecter le Maroc au reste du continent, en particulier en matière logistique. La connectivité logistique est essentielle. Vous savez, ce corridor routier Tanger, Casa, Nouadhibou, Nouakchott, Dakar, en passant par l'Aïn Dakhla, est un corridor extrêmement important. C'est l'épine dorsale du commerce aujourd'hui ouest-africain et qui alimente même le Niger, le Mali, etc. En plus, les grands ports, d'abord Tanger Med et demain Dakhla Atlantique, qui vont servir de connexion avec l'Afrique. Royal Air Maroc qui sert de connexion aussi avec le continent. Et sans oublier le méga projet de gazoduc qui va aller du Nigeria, passer par le golfe de Guinée, traverser le Sénégal et sur l'Atlantique venir vers le Maroc. C'est des projets très structurants qui créent une connectivité complémentaire. Quand on parle de hub, ça ne doit pas être uniquement une vue de l'esprit. La connectivité vous rend naturellement un hub. Donc cette connectivité étant créée sur tous ces domaines-là, effectivement aujourd'hui le Maroc est le pays qui est le plus connecté au reste du continent et permet de jouer cette position de hub. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi un élément très important, c'est que le Maroc a pu connecter son industrie et son économie en général aux chaînes de valeur mondiales. Aujourd'hui, quand on prend l'industrie automobile, l'industrie aéronautique, le textile, l'agroalimentaire, c'est vraiment une connexion réelle aux chaînes de valeur mondiales. Le Maroc est un pays qui compte sur l'échiquier international dans tous ces domaines. Et ça lui permet aujourd'hui, et on travaille beaucoup là-dessus avec la CGM, de pouvoir être un levier de développement des autres pays du continent sur le plan industriel. Aujourd'hui, par exemple, sur le secteur automobile ou sur le secteur textile ou sur le secteur agroalimentaire, on peut aller chercher du taux d'intégration panafricain supplémentaire dans les autres pays qui ont peut-être de la matière première qui peut, avec une transformation industrielle locale, être complémentaire à ces industries marocaines qui sont connectées. Je prends l'exemple de l'automobile. Aujourd'hui, en se basant sur ce qui a été fait en automobile au Maroc, on peut peut-être, à travers des chaînes de valeur, de la bauxite, de l'alumine, développer une industrie de la carrosserie en Guinée, au Ghana ou ailleurs. Pareil, on pourrait peut-être développer
de l'industrie de la pneumatique dans des pays comme la Côte d'Ivoire ou le Ghana qui ont de l'EVA et qui peuvent peut-être prétendre à faire de la pneumatique en s'arrimant à cet écosystème marocain. Donc on a une phase où il y a eu la création des champions nationaux. Ces champions se sont développés sur le continent. En parallèle, il y a eu ce maillage infrastructurel. Maintenant, on a une autre phase qui est celle de créer ces chaînes de valeur complémentaires. Et la zone de libre-échange continentale africaine donne de vraies opportunités pour cela. Parmi les challenges à venir, on peut citer pour le Maroc, bien évidemment, on peut citer la CAN 2025 et l'organisation de la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal. Comment voyez-vous ou comment définissez-vous la capacité du pays à accueillir ces importants événements et quelles pourraient être les retombées économiques de ces événements pour le Maroc? Dans la construction et le développement d'un pays, il y a des événements qui sont des accélérateurs. Et aujourd'hui, très clairement, la CAN, dans une moindre mesure, mais surtout la Coupe du Monde, va être un vrai facteur d'accélération. Pourquoi je dis la CAN dans une moindre mesure? Parce que le Maroc a déjà mis en place des infrastructures depuis longtemps qui pouvaient accueillir la CAN. C'est juste qu'il fallait choisir le bon moment pour l'accueillir, que ce soit les infrastructures, les stades, les infrastructures hôtelières, routières, aéroportuaires. Il y a ce qu'il faut. Maintenant, la Coupe du Monde a un besoin supplémentaire. Donc il y aura très clairement, il y aura un boost économique très fort parce que on dit quand le BTP va, tout va. Donc il y aura un développement fort d'infrastructures. Dieu merci, ce potentiel a un réceptacle parce que le Maroc reçoit plus de 13 millions de touristes par an. Donc ce n'est pas des infrastructures qui vont être construites et qui vont être abandonnées, c'est des infrastructures utiles qui vont être utiles demain. Et sur le tourisme aussi, je suis certain que beaucoup de pays qui participeront à la Coupe du Monde 2030 et beaucoup de supporters vont prendre le Maroc comme base parce que y a énormément de choses à faire, à découvrir et à voir au Maroc. Donc très clairement, ça va être un booster de croissance. Ça, dans le secteur privé, on est très content d'avoir cette Coupe du Monde parce que ça va être un vrai booster de croissance. Et ça va aussi mettre le Maroc sous les projecteurs à nouveau. Après tout l'engouement et comment le monde s'est uni avec le Maroc durant la Coupe du Monde 2022, on aura cette perspective de remettre le Maroc sur les spotlights du monde footballistique et sportif. Et c'est aussi tout bénéfique pour la suite. Donc les retombées sont énormes. Le Maroc est un pays qui est déjà prêt. Et je pense aussi que, ne l'oublions pas, c'est une Coupe du Monde avec une composante importante africaine. C'est aussi une fierté pour le continent africain d'accueillir cette Coupe du Monde. Sur le secteur privé, comment les entreprises marocaines peuvent-elles accompagner l'organisation de ces événements en profondeur? Je pense que c'est d'abord se mobiliser pour pouvoir être là, être au rendez-vous, être sûr que tous les projets vont être menés dans les bonnes conditions de qualité et de temps. Donc ça, c'est très important. Les entreprises marocaines aussi sont quelque part ambassadeurs de la promotion de ce Maroc à l'international. Donc il va falloir que le secteur privé s'implique à fond pour que ce soit une réussite. Et il faut que toutes nos industries, notamment l'économie sociale et solidaire, sur tout ce qui est les industries culturelles et créatives, puissent se mobiliser pour faire de cette Coupe du Monde un vrai succès populaire. Donc là, il y a un rôle important à jouer du secteur privé. Et moi, je suis très promoteur des industries culturelles, créatives et sportives en Afrique parce que je pense que ça peut être moteur de croissance et ça nous fera gagner au moins 1 point et demi de PIB si on y investit. Donc je pense qu'il y a un rôle qu'on a à jouer dans ce sens-là pour pouvoir justement faire en sorte qu'on ait ce décollage de l'industrie sportive et culturelle au Maroc et sur le continent africain. Et quel serait ce rôle-là, de façon bien détaillée? Ce rôle, de manière concrète, ce sera créer les entreprises qu'il faut, investir dans le domaine, mieux packager l'offre pour qu'elle soit la plus attractive possible. Ce serait travailler en complémentarité avec les autres patronats africains pour que cette offre soit une offre pas uniquement marocaine mais aussi africaine. Faire en sorte que justement on ait un véritable succès populaire de cette Coupe du Monde.
Monsieur Abdou Diop, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci à vous, c'est toujours un plaisir et un bonheur d'être sur vos antennes. C'était l'interview, l'information continue sur Africa 24.